Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en Viager pour préparer leur retraite. Ils se constituent une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans trac locatif. Vous souhaitez acheter un bien en Viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour à tous, c'est l'invité, c'est votre émission hebdomadaire. La rédaction de Charente Libre reçoit une Charentaise ou un Charentais, actrice ou acteur de la vie économique, politique ou sociale. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Karine Bruno. Bonjour Karine Bruno. Bonjour. On devrait dire Maître Bruno. Vous êtes avocate au barreau de la Charente. Vous intervenez surtout et principalement même dans le domaine du droit de la famille, c'est cela ? C'est tout à fait ça. Si nous avons choisi de vous inviter aujourd'hui, c'est suite à une chronique que vous avez publiée dans Charente Libre. Nous avons un partenariat avec le barreau des avocats de la Charente et très régulièrement, les avocats s'expriment dans nos colonnes. Et vous avez choisi, vous, Karine Bruno, d'aborder sur le ton de l'humour, et c'est assez rare, la question du divorce. Nous allons en parler aujourd'hui de manière peut-être un peu plus sérieuse et vous proposer une espèce de vade-mecum du divorcé ou un manuel du divorcé. Tout d'abord, est-ce que le divorce est un gros marché, une activité qui occupe beaucoup vos cabinets ? Alors, quand on fait effectivement principalement du droit de la famille comme moi, oui, bien sûr, c'est un gros morceau de notre clientèle et c'est vrai que ce n'est pas un secteur qui décroît. On n'a pas de plus en plus de dossiers de divorce, mais les divorces et les séparations, effectivement, ne faiblissent pas. On n'a pas de moment creux pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui va effectivement en diminuant. Mais c'est une spécialité ? Alors, il existe une spécialisation pour les avocats, effectivement, qui est plus générale, qui s'appelle le droit des personnes et de leur patrimoine, et les droits de la famille. Je n'ai pas, pour ma part, mon cabinet n'a pas cette spécialisation-là, mais il n'empêche que dans plusieurs cabinets qui n'ont pas cette spécialisation, cela reste notre activité dominante. Abordons maintenant, si vous voulez bien, la procédure. Quelle procédure pour divorcer? Donc, très concrètement, si j'ai prévu de divorcer, ça n'est pas le cas, je le précise, comment je fais? Alors, la première des choses à faire, c'est effectivement de prendre un rendez-vous chez un avocat, un excellent avocat du barreau de la Charente. On en a plein à votre disposition, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, vous verrez avec lui quelle est la procédure la plus opportune en fait selon votre situation, votre état d'esprit, voilà, l'idée que vous vous faites du divorce, ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez des enfants, du patrimoine, est-ce que votre conjoint est d'accord pour divorcer. Il y a plein de choses qui vont être prises en considération par votre avocat pour vous conseiller l'une ou l'autre des procédures de divorce. Et ça commence par un courrier qu'il faut libeller d'une certaine façon à l'autre, à la partie adverse, comment ça se passe? Alors ça, c'est ce que j'évoquais dans la chronique effectivement que j'ai fait publier dans votre quotidien, c'est-à-dire c'est dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. On va aborder la question très précisément, si vous le voulez bien, du consentement mutuel un tout petit peu plus tard. Est-ce qu'il faut une raison pour divorcer? Alors oui, il faut une raison, sinon pourquoi divorcer si vous êtes bien... Non, mais est-ce qu'il faut l'indiquer très concrètement dans la procédure? C'est extrêmement rare aujourd'hui d'avoir à l'indiquer, en fait, la raison. C'est ce qu'on appelle le fondement du divorce. Dans le divorce par consentement mutuel, vous ne l'indiquez jamais. Dans un divorce qu'on appelle contentieux, c'est-à-dire quand on saisit le juge pour qu'il nous prononce votre divorce, dans certains cas, vous serez effectivement tenu de le faire savoir. Mais ce n'est pas forcément un divorce pour faute. Et pour balayer les idées reçues, divorcer pour faute grave ou parce que son compagnon, sa compagne a commis l'adultère, ça existe vraiment ou c'est pas une Alors, faute grave, ça n'existe pas, ça c'est plutôt du droit du travail. Mais par contre, oui, bien sûr, l'infidélité, l'adultère reste une faute au regard des droits et obligations du mariage, contrairement effectivement à une idée reçue. Une question évidemment qui se pose aussi, c'est si l'autre ne veut pas divorcer. J'engage une procédure, mais l'autre ne le souhaite pas. Est-ce qu'on peut lancer quand même la procédure? Bien sûr. Lorsque votre conjoint ne veut pas entendre parler de divorce, cela vous ferme certaines portes, notamment celle du divorce par consentement mutuel et une partie des divorces contentieux, puisque vous avez donc deux grandes branches, le divorce par consentement mutuel qui se fera sans le juge et tous les autres divorces qui se feront devant le juge.
D'accord. Et dans le cadre de l'éventail des possibilités que vous avez devant le juge, vous avez des possibilités qui peuvent se faire sans l'accord du conjoint. Notamment le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ça veut dire que vous êtes séparés depuis une certaine durée et que si vous en faites la demande, votre divorce est automatiquement prononcé. Et l'autre, bien sûr, c'est le divorce pour faute. Une dernière question, si vous le voulez bien, avant d'aborder plus précisément encore cette question du consentement mutuel, c'est sur le choix de l'avocat. Vous l'avez glissé il y a quelques instants en quelques mots, en citant les avocats de la Charente. On est obligé de choisir un avocat en Charente quand on engage une procédure ? Non, pas du tout, mais autant aller directement vers les meilleurs. D'accord, mais si je choisis, évidemment, je comprends que vous plaidiez pour le barreau de la Charente, mais si je choisis de dire un avocat à Marseille, à Lille ou à Paris, c'est possible. Alors c'est possible pour certains types de divorce, mais pour d'autres, vous devrez choisir un avocat de la cour, puisqu'on a une espèce de compétence territoriale qui s'est élargie ces derniers temps, mais pas forcément effectivement du barreau de la Charente. Vous pourrez piocher entre guillemets dans les barreaux voisins. Voilà. Partons du principe que je ne suis pas fâché avec ma future ex-femme ou avec mon futur ex-mari, est-ce que je peux dire on va prendre qu'un seul avocat, ça va aller plus vite ? Alors non, on ne peut plus. Depuis la réforme effectivement du divorce par consentement mutuel, on ne peut plus avoir le même avocat. Donc le consentement mutuel, vous avez commencé à aborder cette question, on va la développer un peu si vous le voulez bien. Ça veut dire donc que tout le monde est d'accord ? Ou c'est pas tout à fait ça ? Ça veut dire que tout le monde est d'accord, mais pas forcément dès le départ. Voilà. Ça veut dire qu'on arrive à un accord, avec ou sans négociation, que l'on met effectivement en œuvre par la convention de divorce que j'expliquais dans l'article, qu'on co-rédige avec donc les deux avocats et qu'on finit par signer ensemble. Mais parfois, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à cette convention parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais globalement, c'est la procédure la plus rapide, celle du consentement mutuel ? C'est la procédure la plus rapide à condition que la liquidation du régime matrimonial se fasse rapidement. Et c'est ce que j'indiquais, vous avez en gros deux grands cas dans les divorces par consentement mutuel. Vous avez le cas où vous avez du patrimoine immobilier commun, auquel cas vous devez faire une liquidation de votre régime matrimonial nécessairement par un notaire. Si vous n'en avez pas, ce sont vos avocats directement qui pourront faire cette liquidation. D'accord. Voilà, donc évidemment, dans le deuxième cas, ça va beaucoup plus vite. Le consentement mutuel, ça existe en droit français, mais pas partout, c'est ça ? Expliquez-nous. Alors oui, c'est un des cas dans lequel on ne peut pas faire de consentement mutuel, même si effectivement les deux époux sont d'accord. Il y a d'autres cas, notamment celui des majeurs protégés, c'est important. Mais il y a effectivement parfois des éléments d'extranéité, ce qu'on appelle, qui nous empêchent de faire un divorce par consentement mutuel. Parce que dans certains pays, le divorce sans juge, comme le nôtre, n'est pas reconnu comme un vrai divorce. Voilà. Et donc en fait, si on peut faire divorcer tout le monde effectivement en France, il peut arriver que le divorce ne soit pas transposable, en tout cas on ne peut pas le faire transcrire sur les actes d'état civil à l'étranger. Donc une personne sera divorcée en France, mais pas dans son pays d'origine. Mais très concrètement, ça veut dire que qu'est-ce qui s'applique ? Le droit français, le droit du pays de l'autre ? C'est le droit français qui s'applique pour le divorce, mais il ne pourra pas être transcrit sur les actes d'état civil. Donc en fait, vous pouvez être divorcé en France, mais pas dans le pays d'origine. Donc en fait, quand on sait que ces pays, puisqu'on les recense, bien sûr, c'est pas le cas en Union européenne. L'Union européenne. Aucun de l'Union européenne. Non, pas du tout. Donc quand on sait qu'effectivement il va y avoir des difficultés pour retranscrire, on est obligé de passer par un divorce contentieux, c'est-à-dire devant le juge, alors même qu'on est d'accord sur tout. Dans quel cas, très concrètement, maintenant, est-ce qu'on va passer devant un juge ? Alors, quand on ne peut pas faire un consentement mutuel, donc quand on est majeur, quand on n'est pas d'accord, quand on est un majeur protégé, enfin l'un des deux époux est donc sous curatelle, sous tutelle. Également, quand les enfants demandent en fait à être entendus par le juge. Les enfants du couple, c'est une possibilité, auquel cas on est obligé de passer devant le juge pour le divorce. L'élément d'extranéité, je vous l'ai dit, et puis bien sûr, quand on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, eh bien effectivement, c'est pas forcément quelque chose de conflictuel, mais on n'est pas d'accord sur tel et tel point, et donc on laisse le juge trancher. Et donc par là, on saisit le juge par la voie d'une assignation en divorce, la plupart du temps, ou par requête conjointe, et la procédure de divorce suit son cours avec l'intervention du magistrat à deux stades. Celui de l'ordonnance d'orientation et sur mesure provisoire, c'est l'ancienne ordonnance de non-conciliation, qui fixe notamment les mesures pendant la durée de la procédure, donc où vont aller les enfants, droit de visite, pension alimentaire, etc. Et à la fin, qui prononce votre divorce et statue sur les mesures qui n'ont pas encore été tranchées et qui vont déterminer ce que va être votre vie après le divorce. On entend parfois parler de termes, la séparation de corps d'un côté, la séparation de biens de l'autre.
comme si c'était un divorce qui n'en était pas un tout à fait. Est-ce que ça existe vraiment ? Alors, je le déconseille en général à mes clients, tout simplement parce que j'estime que ça présente tous les inconvénients du divorce sans en avoir les avantages. C'est-à-dire que vous ne recouvrez pas votre liberté, qui est l'un des immenses avantages du divorce. Et pour autant, ça dure, la procédure est aussi longue, la procédure coûte autant d'argent. Donc voilà, ça me paraît, sauf quand pour des raisons religieuses, le mariage n'est vraiment pas possible, religieuse d'ailleurs ou culturelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je déconseille et donc je pratique peu. Parmi donc les complications dans le cadre d'une procédure de divorce dont vous avez déjà aussi dit un mot, lorsqu'il y a des biens immobiliers en commun, quelles sont donc les dispositions ? Est-ce que c'est quand même plus facile de divorcer quand il n'y a pas de biens immobiliers en commun ? Ah ben bien sûr, c'est toujours plus facile. Un divorce sans bien, sans enfant, c'est effectivement quelque chose qui peut être fait extrêmement rapidement. On ne se retrouve pas dans le divorce en un mois comme on l'entend parfois, mais on est vraiment sur des délais très courts si on est sur un consentement mutuel. Et donc là aussi, très concrètement, quand il y a des biens immobiliers en commun, comment ça se passe ? Quelle procédure ? Est-ce qu'il faut passer par un notaire ? Expliquez-nous ça. Alors, la liquidation du régime matrimonial, donc ce sont des biens en commun. En gros, imaginez-vous une bulle. Une bulle dans laquelle vous avez l'actif, donc c'est-à-dire les biens communs. Par exemple, mettons le domicile conjugal, qui est souvent en fait un immeuble qu'on achète en commun. Et vous avez également le négatif, et notamment par exemple les emprunts que vous avez dessus. Et cette bulle-là, en fait, pour divorcer, vous devez la vider, la bulle. Donc ça veut dire que si vous avez ce bien en commun, vous allez soit le vendre et vous partagerez le solde après apurement du passif, soit vous allez l'attribuer à l'un ou l'autre des époux et pour l'un désintéressé, il lui versera une soulte. Je suis désolée, les termes sont un petit peu, mais vous avez compris, c'est une compensation. En fait, voilà. Mais dans tous les cas, pour le divorce, il faudra vider cette bulle. Pour le divorce par consentement mutuel, la bulle doit être vidée avant. Pour tous les autres divorces, elle peut être vidée pendant ou après. Est-ce qu'on peut faire évoluer la procédure ? Est-ce qu'on peut par exemple démarrer sur une procédure de consentement mutuel et puis on se rend compte au cours de la procédure que finalement ça se passe mal et que ça ne va pas pouvoir se régler ? Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Ou alors est-ce qu'à partir du moment où on a décidé qu'on allait lancer une procédure en termes de consentement mutuel, on peut plus changer ? Alors, non, on peut toujours changer, bien sûr, et heureusement. Alors, le pire des cas, entre guillemets, c'est quand on commence un divorce par consentement mutuel, on tente, parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre, à tenter de s'arranger à l'amiable, c'est toujours mieux, notamment quand il y a des enfants. Mais il arrive parfois que le consentement mutuel claque, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer, on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord, et auquel cas, effectivement, on doit saisir le juge. Et là, on terminera devant le juge. Mais inversement, il est possible à tous les stades de la procédure, si on a commencé par saisir le juge, de revenir sur un divorce par consentement mutuel, sans aucune difficulté. Il suffit ensuite de se désister de la procédure. Quand il y a une procédure qui est très très compliquée, on finit toujours par arriver à un consensus à la fin, ou alors il y a des situations qui ne se débloquent jamais. Alors, ça finit toujours par se débloquer, puisque au bout d'un moment, on a épuisé les voies de recours, etc. Mais ça, c'est notre cauchemar à tous. Et pour répondre justement à l'un de vos lecteurs qui avait commenté l'article que j'avais publié dans la Charente Libre et qui disait que les avocats faisaient durer à dessein les procédures, parce qu'effectivement, pour s'en mettre plein les poches, c'est toujours délicieux comme type de remarque. C'est l'inverse en fait. La réalité, c'est que nous, plus un dossier dure, plus on perd de l'argent en fait. Bon, on va parler des sous dans quelques instants. On va d'abord parler de la durée, si vous voulez bien. Le temps moyen d'une procédure. Alors, dans la chronique que vous avez publiée dans Charente Libre l'autre jour, vous nous disiez sur le ton de l'humour que c'est comme le summer body, en 1 mois et demi, c'est pas possible. Donc, il faut combien de temps en moyenne pour qu'une procédure de divorce aboutisse ? Alors, il faut faire des catégories. Pour un divorce par consentement mutuel, effectivement, si tout se passe bien, que vous n'avez ni bien ni enfant, en 2 mois, vous pouvez être raisonnablement divorcé. Voilà. Si vos avocats sont réactifs, si tout se passe bien, que vous mettez d'accord sur tout, plutôt que vous arrivez avec un accord déjà tout fait, entre guillemets, ça c'est sans problème. Si les négociations sont plus longues, etc., ça peut prendre 6 mois. 6 mois, c'est pas non plus, c'est pas hors sol pour un divorce par consentement mutuel. On y est arrivé tranquillement. Il y avait plusieurs choses à négocier, on y arrive. Dès qu'on saisit le juge, on passe sur des délais un peu plus longs. On peut difficilement divorcer devant le juge en moins d'1 an.
Voilà. Et sans pour autant que ce soit conflictuel ou voilà. C'est parce qu'il y a un calendrier de procédure après l'ordonnance d'orientation et sur mesure provisoire dont je vous parlais qui est difficilement diminuable entre guillemets en dessous de 6 mois. Et est-ce que vous avez connu des procédures compliquées qui duraient au-delà d'1 an, 2 ans, plus oui, encore? bien sûr, malheureusement ça existe, oui. Il y a des procédures qui peuvent durer 1 an, 2 ans et qui, une fois que le jugement de divorce est intervenu, eh bien, continuent devant la cour d'appel. Oui, ça arrive, c'est plutôt rare, mais ça arrive encore. On va parler du prix maintenant. Vous avez dit en préparant cette émission qu'il n'y avait pas de tabou là-dessus. Divorcer, ça coûte cher? Alors, ça dépend. Ça peut ne rien coûter divorcer. Il y a plusieurs cas où ça ne vous coûte rien de divorcer. Notamment, vous avez ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, qui c'est un système étatique en fait, qui vous permet en fait, en dessous d'un certain niveau de revenus de votre foyer, de faire une demande auprès de l'État qui vous accorde l'aide juridictionnelle ou pas, à 100% totalement ou partiellement, et qui donc prend en charge, alors non pas les honoraires de votre avocat tels qu'il les aurait facturés à quelqu'un qui ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, mais qui rétribue votre avocat. Et donc vous n'avez, si vous l'avez à 100%, vous avez un divorce pour lequel vous ne verserez pas un centime. Ça veut dire que le manque de moyens financiers n'est pas un argument pour ne pas lancer une procédure. Je n'ai pas les moyens, c'est pas pour ça que je ne peux pas le faire. Exactement. Vous avez cette possibilité-là. Également, vous avez de plus en plus les protections juridiques qui prennent en charge une partie des honoraires de votre avocat pour la procédure de divorce. Donc ça, c'est les 2 cas où effectivement, votre procédure de divorce, elle peut ne rien vous coûter. Voilà. Ensuite, c'est difficile de répondre à cette question parce que les honoraires sont libres. Les honoraires des avocats sont libres. Donc, vous pouvez avoir vraiment un panel très, très large. Après, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, concernant le divorce par consentement mutuel, on peut considérer en fonction de la pratique ici, voilà, de la pratique, des usages, qu'un divorce qui vous sera facturé peut-être entre 1 500 € hors taxe et 2 500 € hors taxe, on est sur la branche basse de ce qui peut vous être facturé. Voilà. Et ça veut dire que globalement, c'est plutôt un peu plus? Non, ça peut, voilà. Je ne peux pas répondre en fait pour les confrères, voilà, mais je sais que ce qui se pratique, voilà, en général, voilà, vous pouvez être dans cette branche-là. Et c'est on va dire, c'est une espèce de forfait, c'est-à-dire quel que soit le temps que va durer la procédure, ce sera entre 1 500 et 2 500 €, ou alors, si ça traîne 1 an, ça... Alors, c'est une question intéressante parce que justement, ça rappelle le commentaire qu'avait fait votre internaute. Alors d'abord, il y a quelque chose de très important qui concerne les honoraires, c'est la convention d'honoraires. C'est l'équivalent d'un devis en fait. Et la convention d'honoraires, elle est obligatoire. C'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer votre avocat pour la première fois, il va vous remettre cette convention d'honoraires. Et évidemment, dedans, il va être tout prévu. C'est-à-dire notamment la fourchette d'honoraires ou le temps passé, puisque effectivement on a plusieurs possibilités de facturation. Notamment, on peut vous facturer au temps passé avec un taux horaire. Donc voilà, et bien sûr, on justifie de nos diligences au temps passé. Ou alors, on fait par forfait. Voilà, la fourchette que je vous ai indiquée. Donc la fourchette, évidemment, c'est valable que si c'était en cas de forfait. Et vous avez tout indiqué sur cette convention. Donc si ça ne vous convient pas, il est très simple de ne pas la signer. Et donc voilà, vous ne travaillerez pas avec cet avocat-là si ça ne vous convient pas. Mais la convention d'honoraires, elle est obligatoire. Donc en fait, il n'y a pas de surprise dans ce que vous allez régler avec votre avocat. Et donc ce que vous nous glissiez tout à l'heure, c'est que l'intérêt de l'avocat, c'est plutôt que ça se passe vite, plutôt plus vite. Bien sûr. Vous ne gagnez pas davantage si la procédure traîne. Non, bien au contraire, puisqu'on ne peut pas tout facturer, évidemment. Et non, bien sûr, plus on passe de temps sur un dossier, moins, effectivement, on gagne de l'argent, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de fantasmes, en fait, sur les honoraires de l'avocat et l'argent que gagnent les avocats. Mais il faut que vous sachiez, par exemple, on va prendre le cas d'un divorce qui vous est facturé au minimum de ce que je vous ai annoncé, 1 500 € hors taxe. Ça veut dire que vous allez payer pour votre divorce 1 800 € exactement, puisque leur taxe, c'est 20% de TVA en plus. Sur ces 1 500 €, il faut que vous sachiez que donc, sur ces 1 800 €, donc vous avez 300 € qui partent en TVA. Voilà, donc ça veut dire que c'est la TVA, elle est reversée dès le mois suivant par l'avocat. Et ensuite, on considère que les charges d'un avocat, c'est à peu près 60% de ce qu'il gagne. Donc c'est-à-dire que sur un divorce, par exemple, qui va vous être facturé 1 800 €, l'avocat, dans sa poche, il y aura 600 € à peu près.
Donc voilà, c'est-à-dire que l'idée de la personne qui vient, avec mon divorce, il suffit qu'il fasse un divorce par mois et c'est bon, il a gagné son salaire. C'est-à-dire que non, en fait, nous on paye, vous savez qu'on n'a pas de salaire, donc on paye nous-mêmes nos charges, l'URSSAF, la sécurité sociale, etc., les locaux, nos salariés quand on en a. Et donc en fait, c'est ça le ratio entre ce qu'on demande au client, ce qui lui sort de sa poche et ce que nous, exactement, rentre dans la nôtre. Et une dernière question sur l'argent, c'est qui paye pour le divorce? Les deux, au regard de ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire si l'un n'a pas les moyens, ou l'un ne veut pas, ou il décide a priori de ne pas saisir un avocat, même si vous nous avez dit que ce n'est pas possible, qui paye? Alors, chacun paye son avocat, c'est très important, effectivement, puisque pour garantir l'indépendance de l'avocat, notamment, qui est un terme qui figure dans notre serment. Merci beaucoup, Karine Bruno, d'avoir répondu à nos questions, et merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à voir et à revoir sur charentely.fr. Bonne journée à tous.